OK. Bonjour à tous. Bonjour Gégé Amogo. Aujourd'hui, je suis avec toi pour parler de l'utilisation des outils informatiques dans la pratique du volleyball et surtout dans le domaine précis dans le contexte camerounais. Mais au préalable, j'aimerais que tu nous dises qui est Gégé. Merci Emmanuel. Je suis Gérard Amoubou de mon nom. Je vais, avec votre permission, vous partager de temps à autre mon écran, quitte à ce qu'on ait un fil conducteur de qui je suis et de comment vous souhaitez qu'on fasse les choses. Donc, je vais te demander peut-être de me donner, d'activer le droit de partage d'écran, comme ça que je puisse le faire. Mais en réalité, euh, j'ai plusieurs casquettes. Et mon profil est celui d'une personne assez ouverte. Je vais commencer par le titre. On a dit une arme. Je suis né dans un camp militaire. Mon père était militaire paracommando de force d'intervention de Cameroun. Donc, je suis né là-bas et j'ai grandi dans ce contexte-là. Donc, après mon adolescence dans ce camp militaire-là, où j'ai rencontré un certain contexte, une certaine réalité, une certaine instruction, ce canevas-là a pu se développer de multiples façons. Donc, je vais vous parler de qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis cadre de développement sportif. Je suis en poste au CREPS Île-de-France, à Châtenay-Malabry. J'occupe un poste de responsable adjoint du service accueil, stage, formation. Mais avant d'y arriver, je suis passé par plusieurs étapes. Donc, pour ne pas faire le linéaire de toutes ces étapes, accessoirement, je suis juriste politologue. J'ai un cursus de juriste, j'ai fait des études de droit, je me suis spécialisé plus tard et j'ai opté pour la science politique en m'apesantissant sur les problématiques de gestion pacifique des différends. Pour l'histoire, j'avais fait un mémoire sur la crise libyenne et quel était le rôle des leaders africains dans la construction de la résolution de la crise libyenne. Donc, ce passé de juriste politologue m'a apporté des billes qui font qu'aujourd'hui, après avoir travaillé dans les milieux du droit, dans les milieux de la science po, après avoir découvert le management des projets, les milieux des ressources humaines, j'ai choisi de me réorienter vers une sphère qui est plutôt une sphère de ma passion, le volleyball. Donc, j'ai passé par conséquent le diplôme. Aujourd'hui, je suis entraîneur national niveau 1, 2, en volleyball. Et c'est à ce titre-là, par exemple, que j'entraîne au Paris Volley, où je salue d'ailleurs Stéphane Lamache, qui est mon grand frère, ami, collègue du Paris Volley, qui me fait le plaisir et l'honneur d'être le nôtre cet après-midi. De façon globale, voilà aujourd'hui, à côté de ce poste de cadre de développement sportif, à côté de ce poste d'entraîneur au Paris Volley, je suis également arbitre en Ligue Île-de-France. Donc, je suis ici comme arbitre. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de parler des activités associatives. Voilà, j'ai, avec plusieurs connaissances, mis en place plusieurs démarches associatives. Donc, actuellement, je préside Ubuntu Bunny, qui est une philosophie qui est dans une dynamique de partage, dans une dynamique d'intelligence collective, comme tu en as fait part tout à l'heure. Et je pense que ce sera à juste titre qu'on en parlera à l'occasion. Accessoirement, je suis président de cette association-là et je suis dans le stade de direction d'une autre association qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle Cœur Évolution. Donc voilà globalement qui est GG de façon résumée. Voilà. Tu as un peu touché à ta connexion avec le volley. Est-ce que tu peux un peu élaborer là-dessus? Comment s'est opéré ce mariage-là entre Gérard Amougou et le volleyball?
Alors, ça commence à l'âge de 5 ans. Je suis au camp militaire de Koutaba. Et dans ce camp militaire, il y a plusieurs activités sportives. Évidemment, les grands se précipitèrent vers le rugby et le foot, d'autres vers le basket, d'autres vers le hand. Et le terrain qui était libre, c'était le terrain de volleyball. Ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait l'occuper sans courir le risque d'être éconduit du terrain par nos aînés. Et donc, on allait jouer sur le terrain de volleyball. Mais pour info, à l'époque, on avait créé ce que nous, on appelait le volley à pied. On était tout petits, donc on ne pouvait pas jouer avec les mains. Donc, on laissait un rebond et on tapait avec le pied. On s'autorisait 3 rebonds et la troisième allait en face. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec le volley. Et puis, mon père, qui joue au volley, m'a dit on peut faire ça autrement, pas comme ça. On peut faire avec les mains de cette façon-là. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai appris à jouer au volley avec mon père. Ensuite, il y a une dynamique qui s'est créée parce que pour la fête des paracommandos militaires, ils organisaient des matchs des parents contre des enfants dans différentes disciplines. Donc, tous les enfants des militaires se retrouvaient pour jouer contre. Évidemment, on s'est fait battre je ne sais pas combien de fois, autant de matchs joués, autant de matchs perdus. Donc, c'est comme ça qu'en construisant, j'ai commencé à jouer au volley, pas dans une dynamique d'équipe, mais plutôt dans une dynamique de contexte. Donc, c'était les enfants du camp militaire qui ont fait cette équipe-là. Et après, j'ai commencé à jouer pour mon collège. C'était le collège de Fumban. C'était à l'époque CES de Fumban. J'ai joué au CES de Fumban dans l'équipe de ma 6e à ma 4e. Et puis, ça a évolué graduellement. On est parti de l'ouest du Cameroun pour, suite à un déménagement de mon père, on a évolué dans la partie littorale, puis dans la partie sud-ouest, parce qu'il y a quand même une particularité dans mon parcours, c'est que moi, j'ai suivi mon père. Donc, à l'ouest, un coup, au littoral, un autre coup, au sud-ouest, un autre coup. Le plus intéressant étant que cet apprentissage-là, il a pris sa forme quand j'arrive au lycée de Boya, sous la houlette de M. Toko Ekambi, que je salue au passage, qui avait mis en place une équipe au niveau du lycée de Boya et qui jouait également en championnat. À l'époque, on évoluait dans la Ligue du Littoral. Donc, en construction, c'est comme ça que j'ai eu mes billes d'organisation offensive, mes billes de collectif et que j'ai participé à ce qu'on appelait les Jeux au SUC à l'époque. Donc, ça a évolué, ainsi de suite, déplacement vers Douala, puis Yaoundé, dans une dynamique plutôt un peu plus développée. Mais mon attache première, elle vient de là. Voilà. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. Ben écoute, je vois un migrant et quelqu'un qui connaît la sphère géographique du Cameroun et a fait l'expérience du volleyball dans toutes ces régions-là. Mais maintenant, de par cette expérience-là et de par de ton expérience actuelle, quelle est la particularité du volleyball selon toi, en tant que sport? Alors, ce qui m'aura particulièrement marqué en volleyball, c'est parce que moi, j'ai fait beaucoup de football. Mais le meilleur moyen de m'empêcher de jouer au football, c'était de me taper dans les pieds. Il fallait me mettre des coups. Donc, tu arrivais à mettre des vraies limites à ma capacité de jouer au football en me mettant des coups. Et je recherchais une discipline dans laquelle je peux m'épanouir sans recevoir de ce qui semblait être un élément de jeu, un bobo, une douleur. C'est plus cette dynamique-là qui m'a orienté vers le volleyball seulement. Je suis parti sur le volleyball, sachant que c'est un sport collectif par excellence. C'est-à-dire que tu as besoin de ton coéquipier qui a besoin de toi. C'est une discipline collective dont on dépend vraiment du coéquipier. Et ça te montrait l'importance de l'altérité. J'ai pris plaisir à jouer avec mes potes, avec mes amis. Aujourd'hui, avec le recul, mes meilleurs potes ont été les mecs avec qui j'ai joué à la passe. Boukar Maïna, tous ceux qui le connaissent, c'était, voilà, on s'appelait man sur le terrain, c'était complice, on rigolait avec ça. Mais le volleyball, parce que sport de partage, parce que sport de non-contact, mais il y a un autre élément aussi de notre enfance. Quand tu revenais du stade de foot, tu n'étais pas très propre. Et donc,
si tu n'avais pas été autorisé à aller jouer, il fallait passer par l'arrière de la maison pour rentrer. Je revenais du volley, je n'étais pas particulièrement sale. Hein. J'avais juste un peu transpiré, c'est tout. Et je pouvais prendre ma serviette, m'essuyer, voilà. Même si, sans respecter, voilà, je pouvais aller jouer discrètement au volley. Je revenais, j'étais tout propre. Donc ça, c'est une dynamique qui m'a souvent fait énormément plaisir. Voilà. Tu pouvais aller jouer au volley, la seule. Derrière, tu transpirais, mais voilà. Voilà des petits détails subjectifs qui m'ont encouragé vers cette discipline. Écoute, Gégé, moi, ma connexion avec toi s'est faite d'une manière virtuelle. C'est de par ton initiative, la team Yavvo, que tu as créé, le groupe que tu as créé sur Facebook, que j'ai eu à te connaître et à prendre connaissance des activités et puis de ta passion pour le volleyball. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené à créer, à utiliser cette plateforme pour passer un message. On est dans l'ère du numérique. On a souvent parlé de mondialisation, on a souvent parlé d'universalité, mais surtout de ce que je peux appeler break the borders. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. L'univers numérique, l'univers virtuel a ceci d'intéressant qu'il ouvre toutes les frontières. Moi, j'ai été aux côtés de ces personnes-là. La team Yavbou, c'est l'équipe nationale de France de volleyball masculin. Cette équipe masculine avait un quotidien qui était passionnant et je me suis dit qu'il peut être intéressant de le partager et de faire vivre à ceux qui n'ont pas la possibilité d'être aux côtés de ces personnes-là ce que moi j'avais le privilège de vivre. Donc, je savais que collecter des images avec l'autorisation des acteurs, collecter des moments privilégiés et les partager pourrait attirer du monde à avoir un peu plus de sympathie pour cette équipe-là. Donc, je l'ai fait dans cette dynamique-là parce que, pour le citer, Erwin Gapet, c'est mon chouchou dans le milieu du volleyball masculin, au niveau mondial d'ailleurs. Et je voyais les choses qu'il faisait à l'entraînement. Je me disais, ceci, ça peut être vachement intéressant à mettre en perspective parce que ça pourra servir de vitrine, ça pourra enseigner, ça pourra stimuler, ça pourra représenter davantage. Donc, j'ai créé cette dynamique-là. Ça s'était fait avec tous les trois, hein, Erwin et Maurice Idibé. Je leur avais dit, voilà l'idée que j'ai, est-ce que vous souhaitez que, voilà, ça s'est fait, ça s'est mis en place, ça a grandi, c'est un groupe qui a plus de 4000 membres aujourd'hui, que je continue à faire vivre d'une certaine façon avec la collaboration de beaucoup de personnes autour de moi que je remercie incessamment pour ça. Donc, c'est l'idée qui a soutenu le projet de Love Volleyball and Team. Avant que je passe la parole à l'Infosec qui a une question, Gérard, comment est-ce que ce genre d'initiative puisse servir aux formateurs camerounais? Disons que pour la particularité, je suis camerounais d'origine. Donc, la première chose qui coule dans mon sang, c'est le sang camerounais. Et dans mes réflexions, j'ai toujours pensé à transposer les savoir-faire, les connaissances et réfléchir à leur contextualisation. Et je me dis de la même façon qu'aujourd'hui, je peux communiquer avec David qui est à Rennes, en Bretagne, ou avec Alain qui se trouve à Niort. De la même façon, on peut communiquer avec nos amis et collègues au Cameroun. Et donc, le partage de ces visuels-là peut permettre, et c'est l'objet de notre échange, peut permettre d'apporter des contenus dans la formation du jeune joueur. Ces contenus-là, c'est, de mon point de vue, un outil intéressant dans l'optique d'amélioration des fondamentaux techniques. Donc, de mon point de vue, pouvoir créer une telle plateforme pour les Camerounais, pour les Africains, pour tous ceux qui aiment, tous les passionnés du volleyball, a ceci d'intéressant que déjà, c'est un outil que tout le monde peut consulter,
c'est un outil qui rentre dans une dynamique de partage. On est dans une dynamique de partage, on est dans une dynamique d'intelligence collective. Parce que j'ai partagé un avis, parce que j'ai partagé une image, euh, X, Y me donnera un avis ou rajoutera un avis qui fera qu'à force, vous connaissez l'adage, hein, tu connais l'adage, pour attacher un, un fagot de bois, il faut plus d'une main. Voilà. Donc, c'est en effet une perspective qui est envisageable et transposable dans le contexte camerounais. Alain, je te donne la parole. Est-ce que tu peux couper? Ouais. Oui, oui. Bonjour tout le monde. Hein. Bonjour Gérald. Ma question était juste de savoir par rapport à cette création de la team Yaboula. Moi, je suis toujours côté un peu perso. Hein. Pourquoi Gérald a choisi une équipe de France au lieu de choisir une équipe du Cameroun? Ça pourrait être une team d'Olek. Pourquoi la France et pourquoi pas le Cameroun? C'est juste. Alors, je te remercie pour cette question-là. Pourquoi la France et pas le Cameroun? Alors, il a bien fallu commencer quelque part, mais les actions que j'ai menées au Cameroun, elles existent sans avoir la même visibilité. En fait, il y a un point de convergence. J'espère que ma réponse va te satisfaire. Moi, quand je vois Erwin Gapet, je ne vois pas la France seulement. Je vois France, je vois Cameroun. Donc, j'ai commencé par là parce qu'il y avait pour moi celui qui est, certains diraient, un des plus grands joueurs au monde. Moi, je dis le plus grand joueur au monde. C'est subjectif. C'est l'opinion que j'ai d'Erwin. J'ai pensé que celui-là représenterait quelque chose de très fort et que par cela, je peux dire, bah, ça vient aussi du Camer. Voilà, à charge pour le développement de dire, OK. Mais plus précisément, Alain, il se trouve que j'ai pu commencer mes actions de formateur en France. Au Cameroun, je les ai menés là où j'ai évolué avec des proches. C'est souvent resté de façon très discrète. Ces actions-là sont restées discrètes. Et là, j'avais enfin la plénitude de certains moyens, notamment au niveau de la diffusion, mais au niveau des contenus qui pouvaient me permettre de me projeter en disant de façon simple, écoutez, voici ce qui se fait ici. Voici ce qui se fait ici. Mais nous, on est parti d'un endroit où on a des pratiques, où on a un contexte, où on a des méthodes. Est-ce que cela est transposable? Donc, c'était vraiment une logique de transfert. Il a fallu que je commence sur la France. C'est ce qui s'est vu, mais quelque chose que j'avais déjà commencé au Cameroun. À l'époque, j'étais encore à la paroisse, au centre d'entraînement de Tinga. Ça s'appelait Action collective. Ça a été mis en place avec le central très cher qui a épaulé l'équipe de FAP pendant très longtemps. Je salue votre coéquipier Emmanuel et toi, Abbas Maloum, qui a fait partie des premiers acteurs d'Action collective. Ces actions-là se retrouvent sur le site de Action collective, mais aussi sur la page Facebook d'Action collective. Mais ça n'a pas eu le même écho. Et la team Yabou a ceci de résonnant que ça a en effet pu produire un écho transférable. Tu pourrais me redire, l'équipe nationale du Cameroun a aussi fait ça, on pourrait faire la même chose. C'est mon idée actuelle, de se dire que ça, on l'a fait, c'est faisable, faisons-le également pour Rise Volleyball Cameroun. Merci Alain pour cette question pertinente. Je sais que tu travailles dans la crème du développement du volleyball, professionnellement dans la crème du développement du sport en France, notamment le CREPS. Comment est-ce que les nouvelles technologies sont utilisées là-bas? Pour quel but? Et comment est-ce que les outils numériques améliorent la performance? Comment ça se fait au CREPS? Alors,
Il faut préciser que le travail que je fais au CREPS n'est pas un travail d'entraîneur. Au CREPS, je suis dans des fonctions administratives, même si de façon très intéressée, je vais auprès du service de haut niveau voir ce qui se pratique au niveau des pôles. Et donc, les outils numériques ont ceci de particulier qui sont une aide. C'est une aide à tout ce qu'on veut. Lorsqu'on perçoit des choses, on regarde, on entend, on a une compréhension qui est parcellaire. Et moi, je pense qu'une conjonction de plusieurs outils peut permettre soit de réguler la compréhension, soit d'améliorer beaucoup de choses. Alors, au CREPS, il y a plein de dynamiques. Je peux essayer de faire un petit découpage pour parler des outils, par exemple. On est dans l'ère de la vidéoconférence. Parlons des outils de vidéoconférence. Aujourd'hui, nous utilisons Zoom. Cette plateforme-là nous permet d'échanger, de discuter, de transférer du contenu, ainsi de suite. Mais cette formule-là existe aussi. On a Microsoft Teams, on a Google Meet, Jitsi, si je prononce bien. Mais ces outils-là nous permettent de faire de la vidéoconférence. Donc aujourd'hui, je peux communiquer avec X là où il se trouve. Ensuite, on a des outils qui sont des outils que je peux qualifier de communication. Par exemple, moi, j'ai toujours choisi d'avoir une adresse Gmail. J'ai une adresse Gmail parce que je sais que derrière, il y a mon sheet, il y a ma suite Google, il y a ma suite ceci qui me permet de faire les partages que je veux en connexion avec mon agenda. Par exemple, je peux planifier pas mal de choses. Donc, dans ma communication, je peux le faire par WhatsApp, comme c'est la mode, ou par Messenger, mais je trouve que ce mailing-là a quelque chose d'efficace. C'est un outil qu'on peut utiliser, qu'on peut très bien transférer et qu'on fait même déjà au Cameroun, parce qu'il faut se dire les choses, hein. Il y a des choses qui sont déjà faites. Accessoirement, il y a des outils techniques. Sur l'entraînement, par exemple, il y a pas mal d'outils, mais qui sont des outils gratuits. Alors, pour info, je ne fais pas la pub de Samsung ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais j'utilise des outils qui sont dans mon Google Store. Donc, ce que je donne comme outil, c'est ce que j'utilise et que je connais. Je n'ai pas d'expertise dans le domaine de l'informatique. Par contre, les outils que j'utilise notamment, c'est ma planche tactique. La planche tactique qui me permet, par exemple, de faire mon organisation de jeu et que je peux présenter à mes joueurs. Ça se télécharge facilement. J'utilise également pour mon chronomètre Tabata. Je veux planifier ma séance d'entraînement, je veux mettre un certain rythme, je veux une certaine intensité, je peux paramétrer mon chronomètre, je le fais. On a des outils comme ça. Il y a quelque chose de pertinent dans l'apprentissage, de mon point de vue, c'est le visuel. J'ai mon appareil photo, je l'utilise, je fais une capture qui me permet de montrer à mon joueur ce que j'essaye de lui expliquer qu'il ne comprend pas. C'est une aide à la compréhension. Cette aide-là, elle est densifiée si je rajoute une action construite. Donc, si je fais une vidéo et que j'utilise Huddle Techniques, par exemple, ou Coach Ice, cette vidéo-là ralentie permet à mon athlète, permet à mon joueur de voir ce que j'essaye de lui expliquer. Je lui dis un appel inversé dans sa compréhension. Appel inversé, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, ok, très bien. Mon appel, comme tu es un droitier, je te dis dans ta course d'élan, tu fais un gauche, puis un droite, puis un gauche. Mais regarde ce que tu fais et regarde ce que je te propose de faire. En visuel, je pense que l'athlète a la possibilité effectivement de mieux comprendre. Mais des outils comme ça, il y en a à la tonne. Maintenant, dans une échelle un peu plus grande, hein, pour ceux qui font du scouting, pour ceux qui font des statistiques, et là, on est forcément dans des données moins gratuites, l'utilisation la plus connue, c'est Data Volley. Data Volley, là où on peut collecter toutes sortes de données, analyser et puis les exploiter à des fins de performance. Il existe d'autres modes, hein, Click and Scout, Longo Match, Darfish, je peux en citer des tonnes. Il y a même le tableau Excel. On peut utiliser son tableau Excel pour collecter, ou même, si on aime, on peut gratter sur une feuille et un papier
évidemment, on en parlait hier encore en conférence avec Lionel, qui a encore pas mal évoqué le sujet. Il est important. Même si tu grattes sur le papier, il va falloir le rentrer sur un ordinateur. Donc, ces outils-là, moi, je pense, hein, aujourd'hui au Cameroun, pas à la portée de tout le monde d'avoir certains outils. Mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, on a tous un smartphone. Ces outils dont je parle, ils sont dans mon smartphone. C'est ce que j'utilise. Ils sont dans mon smartphone. Donc, si j'arrive à acquérir un smartphone, je peux avoir ces outils-là. Mais personnellement, je les utilise à l'entraînement. C'est des outils d'entraînement où il va falloir effectivement segmenter le temps. On peut débattre sur le temps de pratique, les pauses, tout ça. J'estime que si l'athlète a mieux compris ce que j'essaie de lui passer comme message, il va pouvoir mieux l'appliquer. Donc, de ce point de vue-là, je n'hésite pas au moment de la pause réhydratation à me rapprocher d'un joueur et de lui dire ça, je te propose ça. Mais évidemment, on a un problème de ressources humaines. Hein. Moi, j'ai le privilège, je le dis comme ça, de travailler avec Stéphane. Stéphane est sur le terrain, il fait une séance d'entraînement. Moi, je peux faire l'observation, je peux faire les captures, images, vidéos. Et derrière, on fait des feedbacks et réciproquement. Donc, que ce soit dans la section jeune, où on entraîne tous les deux les moins de 13 ans au Paris-Volley, ou dans la section féminine. Excuse-moi de te couper un peu. Je voulais savoir, au vu de ce que tu viens d'expliquer, moi, je suis un entraîneur de Dimaco et j'ai mon téléphone. Et bon, il y a des choses que je voudrais enseigner à mes joueurs. Comment est-ce que mon téléphone m'aide à Alors, à pouvoir me développer ou bien à pouvoir générer d'autres outils de performance. alors, la problématique restera la même. Est-ce que j'arrive à me connecter avec mon smartphone ou pas? Mais ces données-là, on a plusieurs supports sur lesquels on peut transférer des données dites pédagogiques. Ça peut être un format Word, ça peut être un PDF, ça peut être un PowerPoint. Si j'arrive à me connecter, à le télécharger, je peux l'exploiter. Du fond de Bamako, du fond de Koussiri, de Guider, je ne sais pas, de Mundemba ou de Kondo Titi, de Fumban, j'en sais trop rien. On a la possibilité, j'ai la possibilité avec mon smartphone de regarder une image d'un schéma, j'ai la possibilité de télécharger ma vidéo, tant que j'arrive à la télécharger ou pas, mais on le fait tous, hein. On se transfère des vidéos, des images sur WhatsApp, qui sont des images plutôt à caractère ludique. Si on transfère cette même dynamique dans la sphère sportive, je pense que l'entraîneur, le formateur de Dimaco, là où il se trouve, il peut faire preuve de la même dynamique dans l'optique d'apporter des contenus aux apprenants, notamment avec l'appareil photo du téléphone, on peut slipper et partir sur de la vidéo et faire une vidéo qu'on peut remontrer par la suite aux athlètes. Voilà, moi, je pense comment on pourrait faire notamment. Ben, écoute, je pense que tu as touché le dernier point que je voulais élaborer. Il y a une théorie en leadership qui dit comment est-ce qu'on peut faire beaucoup avec peu. Et tu as touché sur des applications qui sont gratuites. Est-ce que tu pourrais peut-être élaborer un peu plus? Quelles sont les choses que l'on puisse faire euh, qui, ne, qui apporteront beaucoup, mais peut-être de par le contexte financier de tout un chacun, ne nous permet pas de dépenser beaucoup d'argent. Ouais. Alors, je pense, hein, je vais peut-être revenir sur quelque chose qui m'est cher et que j'ai délibérément omis dans ma présentation personnelle avec ta permission. Et ensuite, je déclinerai vers ta question.
Moi, de façon générale, j'ai ce que j'appelle my mindset. Dans mon processus de réflexion, j'ai mon leitmotiv, des phrases qui me motivent et des phrases qui stimulent mon action. C'est work hard and never give up. Positive state of mind et only sky is the limit. Ces termes-là, ces phrases-là sont des systèmes mnémotechniques de mon développement personnel. Donc moi, de façon simple, je suis quelqu'un qui a un arme. Je travaille énormément. Je suis un bosseur. Voilà. Si je n'ai pas compris quelque chose, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais étudier, je vais réfléchir, je vais poser des questions, je vais demander des avis, je vais consulter, peu importe, jusqu'à ce que ma connaissance puisse être affûtée sur le sujet. À côté de cette valeur de force de motivation et de travail, j'ai une dynamique de respect intergénérationnel. Ça veut dire que je considère que autant je peux apprendre des aînés, autant je peux apprendre de mes cadets. Et j'appelle tous les jeunes frangins dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, cette passion et cette intelligence collective, j'en viendrai, vous parler de la dynamique de partage et ce qui m'anime et que je pense qu'on peut partager. Donc, pour revenir au sujet de ta question, je pense que on peut parler d'intelligence collective. Je pense que pour moi, c'est une bonne opportunité. C'est une bonne opportunité d'évoquer ces sujets-là. Je crois que nous avons chacun des choses à donner. Nous avons chacun des choses à donner, nous avons chacun des choses à apporter. Et dans chacune des choses que nous avons à donner et à apporter, il faudrait qu'on s'inscrive dans une dynamique de partage. Pour moi, l'intelligence collective, c'est la capacité d'une communauté à faire converger les intelligences et les connaissances pour avancer vers un but commun. Pour ne pas te couper, également, je m'excuse d'abord, est-ce qu'il y a des outils informatiques, des outils numériques que des personnes pourraient acquérir au Cameroun pour la pratique du volleyball, pour l'amélioration des performances que tu connais, que tu pourrais les suggérer, auxquels tu pourrais les suggérer? Oui, je pense que les outils que j'utilise, ce sont des outils qui sont, pour la majorité, ils sont gratuits et on les retrouve sur le Google Store. À l'occasion, je mettrai la planche qui me sert de slide dans certaines conférences que j'ai faites, où on peut retrouver ces outils-là. Si vous allez sur le Google Store, en allant simplement sur son Google Store, en tapant planche tactique volleyball, on va retrouver cette planche-là qui permet de faire une animation qui est toute simple. C'est tout simple. On va Google Store, planche tactique volley, on la télécharge, on l'utilise. Coach Ice, c'est pareil. On va sur Google Store, on télécharge, on l'utilise. Hudl Techniques, c'est pareil. Hudl, c'est H-U-D-L Techniques. C'est pareil. On va sur Google Store, on retrouve ces éléments, on les télécharge. J'utilise aussi Volley Video and Training. Toutes ces applications-là, je les retrouve sur mon store et je les utilise. Comme j'expliquais en amont, j'utilise davantage des applications Samsung. Celles que j'ai sur mon iPad, c'est des applications payantes qui permettent d'avoir justement une meilleure capacité et déployer davantage de possibilités. Mais ces différentes applications-là, elles existent, elles sont gratuites, on peut les télécharger au niveau du Cameroun. J'insiste sur Volleyball Refree. Volleyball Refree, c'est une application qui est sur le Google Store, c'est gratuit. Sur cette application, on peut rentrer le roster, tu peux rentrer la fiche où tu as les différents noms des joueurs avec leur numéro. Tu peux rentrer ta fiche de position. Une fois que tu as rentré ta fiche de position et que le match commence, tu as juste à activer le score.
Et le scoring te permet de suivre les rotations, te permet de gérer les remplacements, génère automatiquement les temps morts techniques et te permet, pour un rendu, d'exporter le fichier de gestion du match. Ce fichier-là te permet, par exemple, moi, dans ma dynamique de travail, de suivre le side-out. C'est-à-dire que je regarde, je me dis, bon, bah, voilà où on a pris des points, voilà où on en a perdu, pourquoi à ces moments-là en particulier. Volleyball Referee que j'utilise aussi Tabata Timer. Tabata, T-A-B-A-T-A, Timer qui me permet c'est mon chronomètre favori, d'accord? Mais au-delà de ces différents outils-là qu'on peut retrouver sur le Google Store, je pense que sur Apple, on peut en retrouver pour ceux qui l'ont. Mais moi, je pense qu'avec un téléphone lambda, on peut retrouver ces outils-là qui sont transposables au Cameroun, qu'on peut utiliser sur place. De toutes les façons, quand il m'est arrivé d'aller animer un compte de volley, de partager un moment de connaissance avec le dernier que j'ai fait, c'était Citer une évolution. Je partageais avec mes amis, mes frères, mes collègues qui étaient sur place ces différentes données-là. J'étais au Cameroun avec mon téléphone et encore, je disais, voilà, j'utilise ça. Avec ça, on peut faire ça. Avec ceci, on peut faire ça. Et je crois que c'est un modèle qu'on peut tout à fait copier. Merci Gérard. Je pense qu'à ce moment-ci, je vais ouvrir la conversation à tout le monde qui puisse poser des questions ou bien amener des clarifications. Quand on parlait d'intelligence collective, je pense que tout le monde ici a une expertise quelque part sur le numérique et pourrait nous être bénéfiques, qui pourrait nous être bénéfique. Donc, n'hésitez pas, s'il y a une question, ouvrez votre micro et puis, ou bien une clarification ou un ajout, n'hésitez pas, s'il vous plaît. David? Oui. Mm-hmm. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, donc c'est juste pour accompagner un peu ce que Gégé a dit. Et dans ce qu'il a dit, ça m'a rappelé une époque où on était encore en équipe jeune avec l'utilisation du numérique justement. Et c'était avec l'arrivée de M. Peter au Cameroun. Donc, le numérique existait déjà, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est plus avancé. C'est-à-dire qu'on a plus de facilité à l'utiliser sans avoir besoin d'installer une arsenal, une tonne de matériel. Moi, je me souviens à l'époque, et en tant que joueur, c'était plus facile pour moi, justement, de m'améliorer ou de performer après avoir visionné un match d'entraînement ou un match officiel. C'est Peter qui m'a montré mes premières vidéos. Je me souviens quand on travaillait dessus. À son arrivée, moi, j'étais à FAP. Et je ne sais pas quel contrat il avait signé avec le ministère ou la fédération. On m'a sorti de FAP pour me ramener dans l'équipe nationale jeune. Et on a formé une équipe avec des gars qui ne jouaient dans aucune équipe au Cameroun. C'était des gars qu'on prenait un peu de partout, parfois dans des fins fonds de campagne, qui venaient apprendre au volleyball à nouveau. Donc, il n'y avait que 2 ou 3 joueurs de l'équipe qui faisaient partie des équipes connues dans le championnat. Donc, moi, je me souviens des premières vidéos, quand on travaillait dessus, j'étais un peu sceptique. Je n'étais pas emballé par l'idée parce que je n'avais jamais eu à le faire. Et quand on avait eu à le faire pour la première fois, moi, je me souviens, la séance d'entraînement qui suivait, c'était tout simplement énorme. On avait vu un changement spectaculaire. Tout simplement parce qu'on avait pu voir en vidéo ce qu'on était capable de faire. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a plus de facilité à utiliser parce que ça existe sur nos téléphones. On a tous un téléphone. Moi, même en tant que joueur, je l'utilise encore pour faire un travail, sur certaines actions ou certains enchaînements que je trouve un peu moyen à mon goût. Donc, je demande à un collègue ou un ami qui est passé par là, je dis, écoute, tu peux me filmer pendant que je travaille et après, on va retravailler dessus. Donc, il est clair, c'est très important. Maintenant, il va juste falloir mettre ça en place et encourager les acteurs en place, je parle des formateurs notamment, en place pour qu'ils puissent l'utiliser à bon escient. Parce que c'est bien beau de l'avoir. Moi, je vois déjà dans les groupes WhatsApp, certains groupes WhatsApp dans lesquels je suis,
les gars, parfois je me pose la question, mais pourquoi, voilà, pourquoi on a facilité la communication aujourd'hui si on n'arrive pas à l'utiliser à bon escient? C'est-à-dire qu'on l'utilise un peu à tout va, quoi. Et je pense que si on l'utilise bien, le résultat va être spectaculaire. Hein. Moi, c'est sûr, je le soutiens, je le dis, je le soutiens aujourd'hui parce que GG a dit un truc qui m'a ramené voilà, 10-12 ans en arrière. Et je me suis dit, mince, en fait, ça existait même déjà. C'est juste que, voilà, à cette époque-là, il fallait installer la caméra, trouver un fil qu'il fallait brancher chez le voisin pour que la caméra reste permanemment chargée. Donc, c'était plus difficile à ce moment-là. Aujourd'hui, on a un tout en un. C'est-à-dire que le portable, aujourd'hui, on peut tout faire avec. On peut tout faire avec. Voilà, on filme une séance, on peut montrer aux joueurs, tiens, les gars, c'est ce que tu as fait. Moi, je te propose ceci. Et voilà, à l'instant, on améliore facilement la performance du joueur. Et voilà, d'où l'importance de l'outil numérique aujourd'hui. Et comme je le dis, je pense qu'il faut vraiment encourager les acteurs en place, tous ces formateurs-là, à utiliser déjà leur portable, c'est-à-dire partir sur des bases très minimalistes, hein, c'est-à-dire que l'appareil photo qu'on a dans les téléphones, la vidéo. Je pense que partir déjà sur ces bases-là, pour leur montrer qu'en allant plus loin, on peut faire encore mieux. Parce que si on attaque directement avec des gros trucs, connaissant un peu certains, il y a de fortes chances que ce ne soit pas bien utilisé. Il y a de fortes chances. Très pertinent, David. Je pense que merci déjà de ramener, de réveiller l'esprit de la praticalité de ton intervention et puis de ramener une touche personnelle dans ta réponse. Je pense que ça nous interpelle tous. Alain, je sais que tu travailles avec les jeunes. Dans ta région, tu as créé une mouvance au niveau du volleyball jeune qui t'a permis de faire des résultats. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu peux apporter à cette conversation-là par rapport à ton expérience? Merci déjà pour la question, Dengo. Juste deux, trois trucs j'ai à souligner. Moi aussi, j'aimerais conseiller aussi aux entraîneurs, il n'a pas parlé de cette application-là, technique. Hudl Technics. Comment? Hudl Technics. Oui, Hudl Technics. Ouais. C'est vachement simple. Ouais. C'est vachement simple, c'est vachement parlant. C'est l'application où sur un geste, par exemple sur le service, tu fais une vidéo et tu peux faire des ralentis, tu peux faire des pauses, tu peux schématiser, tu peux voilà, montrer à l'enfant sur le visuel tout de suite derrière, voilà, ce qui ne va pas sur l'image, c'est parlant. Technique, moi, je l'utilise beaucoup. Hein, c'est important. Après, maintenant, moi, ce que je peux apporter comme ma petite expérience aussi, il faut que, David l'a aussi dit, il faut qu'on adapte en fonction de l'environnement, que les entraîneurs aussi prennent ce qui sera important de prendre parce qu'on ne peut pas tout prendre en même temps. Il faut savoir adapter ça. Et après aussi, le but, ce n'est pas d'utiliser ces applications-là. C'est aussi d'avoir l'œil de l'entraîneur. C'est détecter où est-ce que le problème il vient et d'expliquer. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut dire si on utilise ces applications-là. Si on ne détecte pas, si on n'a pas aussi l'œil de l'entraîneur, ça peut devenir compliqué. Et moi, dans ma méthode, après, ça aussi, ça peut être différent aussi des autres. Moi, quand je travaille avec les jeunes, ça, c'est ma façon à moi, hein, c'est ma vision. Après, peut-être les autres entraîneurs peuvent avoir un retour. C'est sur ces genres de gestes-là, un enfant, parce que moi, j'ai entraîné un qui a été surdoué, j'ai appris de ça, qui est à l'équipe de France aujourd'hui, qui est le capitaine de l'équipe de France U18. Il était talentueux. Il était vachement talentueux. Et tout ce qu'il faisait, il était dans la réussite. Et ça, c'était un enfant qui était vachement compliqué à entraîner. Il avait pas mal de choses qui sortaient de l'ordinaire. Par exemple, sur la réception, il n'avait pas ces fondamentaux-là. Mais il était dans la réussite à tout moment. Et moi, je me suis posé à un moment donné la question de savoir est-ce que je ferais des corrections ou pas? Est-ce qu'en faisant des corrections,
je ne le mettrai pas dans l'échec. Moi, j'ai laissé faire. Voilà, j'ai laissé faire. S'il était dans les conditions de réussite, ben fais-le. Si c'est rentable, fais-le. Donc, voilà, c'est tout ce que moi, je peux apporter, moi, comme expertise. Hein. Mais c'est important. Il faut faire les choses simples, comme on a dit, en fonction, nous, de notre environnement. Faisons les choses simples. Mais l'image, comme on le disait, est parlante parce qu'il y a plein de joueurs qui partent toujours sur le 8 mai, qui vont toujours. Donc, c'est de dire, c'est que je t'ai dit, regarde, ce que tu dois faire, ça peut être ça. Et c'est parlant, en fait, que d'expliquer. Merci Alain. Là, tu as parlé comme un neuroscientiste, là. Le visuel, ce que tu vois, c'est deux fois ce que représente deux fois ce que tu entends. Stéphane, est-ce que tu voudrais élaborer, amener quelque chose de plus sur tout ça? Bonjour à tous. Alors moi, je travaille donc avec GG. Je suis dans une démarche depuis cette année avec lui qui est assez intéressante parce qu'en fait, on s'occupe d'un groupe de moins de 13 ans et on s'est payé le luxe, comme on est des passionnés, de pouvoir prendre une équipe de Benjamin, moins de 13 ans, à deux. Ce qui est du luxe parce qu'on se retrouve rarement dans nos championnats à deux entraîneurs. Et là où ça a été intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé avec une même façon de penser, une même façon de voir les choses et on s'est apporté exactement l'un l'autre ce qui nous manquait. On a cette impression-là aujourd'hui. Donc là, je vais peut-être dire un truc qu'on est en train de faire avec GG, donc il faut que j'ai l'accord de GG pour le dire. Mais vas-y, Big Bro. En fait, moi, j'entraîne depuis 30 ans. Donc, voilà, j'ai 54 ans. J'entraîne depuis que j'ai 18 ans, quasiment. Et l'outil numérique, je l'ai vu arriver dans les années 2000, et puis surtout 2010, 2020. Aujourd'hui, je le vois moins avec les jeunes comme un outil de feedback qui prend beaucoup de temps. GG en a parlé tout à l'heure. C'est très chronophage. Il faut avoir le luxe de se dire... l'entraînement, je prends le temps d'aller montrer à un joueur ou après le match, je fais une séance vidéo, etc. Donc ça, c'est des moments évidemment qui seraient de qualité. Vous l'avez dit, plusieurs, Alain l'a dit, voilà, vous en avez parlé. Si j'avais le temps de pouvoir faire ça, l'entraînement, et après, je le ferais sans doute. Aujourd'hui, là, ce qu'on a pensé avec GG, c'est d'utiliser l'outil numérique pour se créer une banque de données faite par les enfants ou par GG et moi sur la motricité spécifique du volleyball. Et l'idée, c'est un peu le confinement qui nous a amené à penser ça, c'est que on a vu qu'on a utilisé différentes applications, GG en a parlé, et on a eu dans notre groupe des enfants qui étaient capables de s'en servir d'une manière autonome. Et l'idée, c'est de rebondir sur cette période pour réintroduire le numérique de manière autonome sur des parties du volleyball qu'on a envie de faire aux jeunes tout seuls. Donc, je disais tout à l'heure à GG, c'est un peu le solfège de la musique, quoi. Si on veut apprendre à jouer un instrument aujourd'hui, on sait très bien que le solfège, c'est une étape qui est pénible, mais c'est une petite étape quand même indispensable. Et donc, l'idée, ça serait effectivement de se créer avec eux et de travailler déjà au début de l'année à l'entraînement, une motricité du type gauche-droite-gauche, mais l'armée du bras, etc., que sur de la motricité. C'est-à-dire que quasiment, il n'y a pas de ballon. Et des fois, on a des petits circuits qu'on peut mettre en place à l'entraînement, mais on souhaiterait, après, laisser aux jeunes la possibilité d'avoir une tablette. Alors maintenant, c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui. Ils ont souvent des outils numériques assez plus facilement qu'il y a quelques années. Mais de se dire, voilà, aujourd'hui, on se connecte tous, on les accompagne avec GG. On n'a pas entraînement, on a entraînement le mardi et le jeudi, mais le lundi et le mercredi, pendant un mois, on va avoir 40 minutes. Alors, tu peux les faire chez toi. Si tu préfères qu'on vienne venir au club, tu viendras au club, mais ça va encore te coûter un déplacement. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, toi, tu vas travailler gauche-droite-gauche. Toi, tu vas travailler beaucoup avec une échelle de rythme. Toi, tu vas travailler beaucoup sur la position du coude haut, parce que du coup, tu as ton bras qui est en bas. Et en fait, on va repérer un certain nombre d'exercices de motricité qu'on va filmer sur des
petite période de 10, 15, 20 secondes, pour pas non plus donner trop de temps quand tu regardes une vidéo, 3 minutes c'est trop long, et dire aux jeunes, voilà, pendant un mois, à cette période de l'année, en plus des entraînements, tu auras 2 fois 40 minutes, toi, tu as cette motricité-là à faire, toi, tu as celle-là à faire. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. On va tenter là-dessus, mais on va utiliser cet outil numérique non pas pour se faire des feedbacks, mais pour essayer de développer une certaine forme d'autonomie sur de la motricité spécifique volleyball. Voilà. Merci Stéphane. Moi, je pense que c'est ce genre d'initiative, en anglais, on l'appelle empowerment. Tu permets à l'enfant de pouvoir développer une pensée critique. Il le fait soi-même et il le vérifie et puis il redonne un feedback. Le feedback se traduit souvent en ce qu'il peut venir reproduire. Et je pense que ça même sur notre contexte camerounais peut être applicable. Comme David le disait, c'est la capacité de pouvoir bien l'utiliser et enseigner à l'enfant à donner des détails à l'enfant sur ce qui doit mettre de l'emphase. Je voulais passer la parole à Carole. Carole, si tu nous suis, est-ce qu'il y a un sujet ou un angle sur lequel tu voulais élargir? Carole? Alors, le temps que Carole prenne la parole, je voudrais dire un petit truc que Steph et moi, on a expérimenté en Coupe de France. En fait, l'inspiration de ce petit truc, je crois qu'Alain saura très rapidement de quoi je parle, David aussi, c'est l'échauffement que l'équipe nationale du Cameroun faisait. Et donc, je regarde la vidéo, je suis avec Steph, on est dans le train, je lui dis, regarde, Cameroun, warm-up. On regarde, il me dit, ah, c'est trop bien. Je dis, ah, ça c'est top. Je dis, t'inquiète pas. Ça a un côté intéressant. Je dis, mais dans la vidéo, on l'observait. Et il me dit, mais est-ce que tu vois que les adversaires, en fait, au lieu de s'échauffer, eux, ils regardent ce que les Camerounais font en face. Et donc, on a mis en place une stratégie où on a les vidéos, hein, où notre équipe s'échauffe comme au Cameroun. On s'échauffe, on tape les mains, on fait droite, gauche, on fait le passage de flottement au filet, on fait. Et pendant qu'on fait ça, on joue contre Mulhouse. Les joueurs de Mulhouse s'arrêtent. Ils se sont retournés, ils regardaient notre spectacle. Nous, on est dans notre échauffement, on est dans notre schéma, on fait notre truc en s'amusant et c'est au moment où l'arbitre siffle pour enclencher les fameuses 10 minutes d'échauffement que les mecs de Mulhouse se réveillent. Et en réalité, ce truc-là a eu un effet. Voilà, le premier set, Mulhouse est à la ramasse parce qu'en réalité, ils ne se sont pas échauffés correctement parce qu'ils nous ont pris pour spectacle, ils nous ont regardés et ça a eu un effet distraction. Et on en a bien rigolé après de ce truc-là. Ah, merci, Gégé. Je crois que Stéphane a une petite anecdote sur le sujet. Non, c'était juste de rajouter que c'était Dunkerque et pas Mulhouse. Dunkerque, ouais. Mais non, c'est surtout aussi que ça a effacé, en plus de ce que tu as dit, Gégé, hein, ça a effacé le stress de nos joueurs. En fait, ce que Gégé a mis en place, il les a libérés d'un stress énorme qu'ils avaient au moment du début du match. Et ils se sont même plus aperçus qu'ils allaient faire une rencontre d'un quart de finale de France. Voilà. Et du coup, ça a été vraiment, vraiment libérateur sur le plan du comportement de l'enfant. Il y a Rose qui a demandé à prendre la parole. Rose, tu peux couper ton micro, ouvrir ton micro et puis... Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, tout ce que je vous écoute, tout ce que vous dites est très, très, très intéressant. Parlant du numérique, de l'outil, c'est très important. Et puis, ça dépend aussi des cultures. Hein. On dit culture. Parce que quand on parle du Cameroun, l'outil peut aider. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la culture. La culture au Cameroun, par exemple, quand tu montres un geste technique à un enfant, il va l'exécuter sans souci. Par contre,
avec la culture européenne, les enfants, ils ont du mal à comprendre que ce qu'ils font n'est pas bien. Donc souvent, l'outil est vraiment parlant. Ça les aide à comprendre et à les convaincre surtout. Parce que parfois, tu dis, écoute, tu n'es pas bien positionné pour faire ton service, ton geste technique n'est pas bien, tu devrais faire ça. Il va te dire, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Donc, avec l'outil, tu lui expliques le pourquoi il est en échec. Avec l'outil, tu vas le convaincre automatiquement. Donc, il n'y aura pas que ta parole, il y aura aussi le visuel. Donc, parole et visuel, là, l'enfant sera convaincu et je suis sûre que tu n'es même pas obligé de lui redonner l'outil, hein, de lui remontrer son geste. Il va te suivre, il va écouter parce qu'il sait que tout ce que tu dis est parlant et que c'est vrai. Donc, je pense que je vous suis là-dessus, c'est très important. Et puis, il faut amener les Africains à comprendre aussi que c'est important, sachant que culturellement, on est toujours à l'écoute. C'est aussi une question culture, quoi. Hein. Donc, je vous rejoins là-dessus. Très important l'outil numérique. Ton micro. Ouais, en fait dans mon intervention tout à l'heure, j'ai oublié de dire un truc intéressant parce que je vois que le grand frère On Briand, il est avec nous là. À l'époque, comme vous le disiez, par rapport à certains entraîneurs, moi j'avais M. Issoufou. Il n'utilisait pas le numérique, mais c'est aussi des pistes. Moi, quand j'étais à l'école de formation, sur le visuel, à chaque match, il me disait regarde Briand, parce qu'à l'époque, c'était la planche, on appelait. Et moi, il savait que j'avais un profil assez libéraux. Et il me disait regarde tout ce qu'il va faire sur de la réception. Regarde ses postures. Regarde juste ce qu'il fait. Et moi, je m'identifie à ça. Et au jour d'aujourd'hui, j'utilise un tout petit peu ça aussi avec mes filles que j'entraîne au centre régional sur le visuel. Bon, on va dire chez les garçons, Hubert Hainaut, c'est l'un des meilleurs, hein, ou Grebenikov, mais est-ce qu'ils ont la posture du réceptionneur? Non. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'entraîneur. Et parfois, quand moi j'arrive à déceler les images, ça s'appelle des images, hein, il y a des groupes. Bon, on va mettre le modèle au Cameroun. Hein, tout le monde n'a pas peut-être un téléphone. Je disais tout à l'heure, si on n'en a pas, on peut sur le visuel expliquer les choses. Mais ceux qui ont des téléphones WhatsApp aujourd'hui, ça va très vite. Moi, je prends des photos, posture de réception, je fais partager dans mon groupe. Voilà, je mets un commentaire. Ça peut être une séquence des matchs, je mets le truc. Je sais que c'est parlant, ils vont regarder ça. Tout de suite, ça va, ils vont regarder. Donc, c'est juste pour compléter un peu ces genres de propos par rapport à Rose. Je voudrais pas. Je vais, avec ta permission, rebondir sur un petit détail important qu'Alain vient de souligner. Est-ce que tu me permets? Je voudrais passer la parole à quelqu'un du Cameroun, si tu me le permets. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je crois qu'il y a Romary qui est là. Oui, carrément. Yes. Tu peux ouvrir ton micro et puis intervenir. Vous, monsieur. Oh. Bien. Ici au Cameroun, Alors, Romary, on ne te suit pas. Écoute, Romary, je pense que ce que je vais faire, c'est pendant que... Allô? Allô? Est-ce que je peux aller oui, c'est bon là. Est-ce que je peux aller Ok, Romaric, vas-y. Oui, je disais, moi, j'utilise très peu le numérique avec les enfants pour échanger. Mais
je l'utilise pour montrer un peu à quoi ressemblent les gestes techniques qu'on enseigne au quotidien. Donc, à travers mon laptop ou bien le petit écran, je fais des petites séquences vidéo et après des séances d'entraînement, parfois je regroupe les enfants soit à mon domicile où nous partageons ces séances vidéo là où je reprécise, je dis voilà, tout à l'heure on a travaillé le geste d'attaque, voilà les exemples des gestes d'attaque, je montre les schémas en slow motion où ils peuvent voir les déplacements, ainsi de suite, ainsi de suite. Il en est de même pour tous les gestes techniques, que ce soit la touche haute, que ce soit la manchette. Donc, compte tenu du contexte que nous vivons, c'est très difficile pour nos enfants d'avoir des téléphones Android, d'avoir déjà qu'ils n'ont même pas de téléphone. Moi, je suis dans l'arrière-pays, très loin. Donc, pour qu'ils aient cette image-là du volleyball, moi, je procède par des petites séances vidéo. Déjà que quand moi j'arrivais ici où je suis, les enfants de cette localité ne connaissaient même pas ce que c'est que le volleyball. Ils n'avaient jamais vu, ils n'avaient jamais imaginé qu'il existait un sport de ce type-là. Ils connaissaient juste le handball, le basket et le football. Donc, ça a été d'abord très difficile. Il fallait beaucoup travailler sur des séances vidéo, sur des petits schémas. Et c'est comme ça, c'est avec beaucoup de vidéos que j'ai pu mettre le peu de volleyball que j'ai mis dans la tête de ces enfants-là. Donc, le numérique ici, c'est encore difficile, mais ça m'aide beaucoup plus, moi, le coach, parce que ça me permet de travailler, ça me permet de regarder, de corriger et d'apprendre en regardant les vidéos ou les séances d'entraînement que les autres coachs font, surtout de l'autre côté, à l'extérieur du pays. Ah, merci Romaric. Gégé, tu avais quelque chose à dire. Et après, après toi, Briand, si tu veux intervenir. Yes. En réalité, je pense qu'il faut qu'on ait des modèles. Le modèle, c'est ce qu'il faudrait faire. En mathématiques, je me souviens de l'expression des profs qui disaient ce qu'il fallait démontrer. Si on a un modèle, quel qu'il soit, moi je me souviens, on a fait la première conférence il y a quelques années, c'est Dorlin qui disait « Ah, moi je me rappelais le grand frère Dengo, il faisait comme ça ». Mais parmi les génies de la passe du Cameroun, moi j'ai vu Dengo, j'ai vu Evra Dongo, et ces modèles-là inspirent. Si on peut avoir des schémas référents, ces schémas référents-là, en images, en vidéo, forcément, ils inspireront. Aujourd'hui, moi, pour lui passer la parole, je l'ai souvent appelé Sugar Boy. Il n'y avait pas un joueur aussi élégant sur un terrain de volley qu'en Briand, parce qu'il avait d'abord ses straps qu'il mettait sur ses 10 doigts. Voilà, il était nickel de la tête aux pieds. Salut Briand. Bonjour à tous. Bonjour, ça fait plaisir de te revoir. Oh, moi de même, je te vois toujours en photo, mais bon, avec certains de nos anciens coéquipiers comme Balia Baldonal, etc. Mais tu vois, c'est une chance énorme de vous voir tous là à l'info. Vous m'entendez là? Ah ouais, on t'entend bien. D'accord. Donc, je suis vraiment désolé. Bonjour à tout le monde. J'ai pris cette vidéo en cours. Je suis vraiment désolé malgré le fait que j'ai été averti, mais j'ai pris cette vidéo en cours. C'est très important ce que vous faites. Que j'ai écouté les différents intervenants. Je ne veux pas parler en tant qu'entraîneur ou bien en tant que formateur. Non, je ne veux pas parler parce que ce n'est pas mon job. Je veux parler en tant qu'un joueur, un ancien joueur et avec la petite expérience que j'ai. Dans ce que vous êtes en train de proposer, dans ce qui est dit, et moi je vois les aspects, il y a le visuel. Au Cameroun, par exemple, je vais prendre le cas du Cameroun, on a beaucoup plus évolué, comme Romaric disait, les gens n'ont pas de téléphone, mais ça n'empêche pas que les gens puissent voir des vidéos. Donc on a beaucoup plus de la mémoire visuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit quelqu'un faire un geste et on imite. C'est ce que Alain Fossine disait. On a envie, l'entraîneur nous dit, faites comme lui.
mais sans toutefois disséquer. C'est là où je pense que GG, ton apport est très important. C'est que dans la vidéo, il y a ce qu'on appelle la dissection du geste. On peut, pour ceux qui savent comment utiliser l'outil informatique, on peut diviser le geste en plusieurs étapes, de plusieurs façons. Donc, côté Cameroun, on a travaillé sur le visuel. Regarde l'autre, il fait ça. Côté Cameroun, il y a un autre aspect que je peux rajouter, c'est le côté culturel. La culture, notre culture, c'est la parole. Mon grand-père m'a dit que, le grand frère m'a dit que, et voilà ce que je te dis. Parce que j'ai pu expérimenter ce qu'on m'a dit et voilà le résultat. Même s'il n'est pas à 100%, hein, ils n'ont pas la science infuse, même si ce n'est pas à 100%, mais on va dire qu'il a dit ça. Et à 80%, c'est ça. Il y a l'environnement. L'environnement, par rapport à ce que je disais, et peut-être Stéphane aussi l'a dit, l'environnement, c'est les modèles. Chercher un modèle, avoir un modèle. Alain l'a dit. Le modèle, c'est qu'on a envie d'imiter Brian. Je ne savais pas en passant, je ne savais pas que j'avais fait beaucoup d'émules. Ah ben si. Vraiment désolé, je ne savais pas que j'avais fait beaucoup, qu'il y avait beaucoup d'enfants à Brian qui pouvaient faire le geste. Moi, c'était vraiment, mes gestes, c'était vraiment, c'était inné, quoi. Je suis arrivé au volleyball comme un cheveu dans la soupe et j'ai appris à faire les gestes, mais de manière, je ne sais pas, je le faisais comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de travail dans tout ce que je faisais, mais j'aimais ce que je faisais. Jusqu'à présent, j'aime ce que je fais. Donc, le deuxième aspect que je faisais, c'était l'environnement. Notre environnement, c'est le regard des autres, c'est la façon de faire de certaines personnes et on a envie d'imiter ça et de l'autre. Et la dernière chose, c'est le social. Le social. Donc, j'ai parlé du visuel, du culturel, de l'environnement, environnemental et le côté social. Le côté social. Nous aussi, en Europe aujourd'hui, on a vraiment, pour ceux qui ont vraiment la culture informatique, et Gérard, j'ai passé une heure dans la voiture. Pendant 5 ans, je me suis dit, mais leur utilité informatique, quoi. Son téléphone, c'est tout pour lui. On a l'impression qu'à partir de son téléphone, il peut te dire, fais-moi une omelette. Il peut commander sa plaque chez lui, que fais-moi une omelette, j'arrive. En parlant de volleyball, tellement il utilise ça, c'est d'une simplicité, il rentre là, et puis j'y vais. Et on a ça ici, où cet outil-là, est-ce que cet outil-là va nous servir à déployer ça du côté du Cameroun? Certainement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le monde va très, très vite. Le monde va très, très vite. Et il faut qu'on s'adapte rapidement à l'outil informatique que nous avons, tout simplement. Et puis, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Oui, le bon exemple de ce que tu dis, c'est après plus de 20 ans, c'est toujours au travers d'un outil numérique. Donc, et pour ceux qui ne t'ont pas connu, moi, c'est des personnes comme toi font partie de notre histoire parce que de notre bas âge, on regardait. Vous nous donnez, comment dire, vous nous donnez cette inspiration-là à pouvoir jouer au volley. Donc, je pense que si un enfant aujourd'hui, si on avait cette vidéo-là 10 ans, on pourrait retransmettre ces émotions-là à certains enfants. So, David Fegua a sa main levée. Donc, je vais lui passer la parole. Ouais. Ouais, merci de me passer la parole. C'est pour intervenir un peu sur la position de Romaric et Bellengros, que j'ai bien noté. Leur intervention, voilà, je voulais rajouter quelques petits éléments importants. Donc, Romaric qui parlait du fait de ne pas avoir de téléphone pour les jeunes, ce qui l'embêtait un peu dans le processus de sa formation et de l'instauration du numérique, je crois, si j'ai bien compris. Moi, ce que je voulais dire à Romaric, si ça peut, ce que je pourrais lui proposer déjà, c'est de revenir un peu dans quelques années en arrière.
Moi, j'ai bon petit souvenir chez moi. Je me souviens quand le téléphone commençait un peu à rentrer dans la société. Toutes les familles n'avaient pas, tout le monde dans la famille n'avait pas un téléphone. C'était soit papa, soit maman, soit l'aîné qui avait un téléphone et tout le monde était au courant de ce qui se passait dans la famille et installé dans tout le pays. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le téléphone, l'enfant, justement, moi, ma fille n'a pas de téléphone à son âge. Elle va avoir 10 ans, elle n'a pas de téléphone. Ça, c'est une décision parentale. Dans la formation des jeunes, ce que Romaric fait, moi, je te proposerais peut-être de passer, ou alors je transformerais ça en question, est-ce qu'il ne serait pas possible de communiquer avec les enfants via les parents, vu qu'on a WhatsApp aujourd'hui? Je ne sais pas si on se... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au lieu de passer, vu que les parents, nombreux sont les parents qui ne veulent pas donner un téléphone à leurs enfants, parce qu'on sait quels sont les dangers qui y courent. Donc, pourquoi pas poser avec les enfants via les parents, ce qui pourrait inclure les parents aussi dans le développement ou dans la formation de l'enfant. Parce que moi, j'ai souffert de ça dans ma jeunesse. Mes parents n'ont pas connu. Mais si vous posez la question à ma mère aujourd'hui, où j'ai joué, elle ne pourra pas vous citer un club. Vous voyez ce que je veux dire? Mes parents ne m'ont jamais suivi dans le volley. Ils ne m'ont jamais encouragé dès le départ. C'est moi qui ai forcé pour faire du sport de haut niveau. Donc, pour vous dire que les parents sont moins concernés. Moi, j'en ai vu des jeunes. J'en vois encore aujourd'hui. Joseph Samba, qui est entraîneur aujourd'hui, arrivé au Cameroun, il a fait un camp de volley. Et il m'a raconté, hein, et je me suivais à distance, il m'a raconté tellement de détails qui m'ont marqué et qui ne m'ont pas surpris quelque part. On a un problème de communication à la base. Le problème de communication qui est peut-être dû aussi au manque de prise en charge de la fédération, par exemple. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Je pense que la fédération pourrait apporter un petit plus pour aider les formateurs, c'est-à-dire en termes de communication, apprendre à communiquer avec les jeunes. Et je pense que la communication via les parents pourrait apporter un plus. Parce qu'en communiquant par WhatsApp, pour parler de voler à un enfant, peut attirer le parent et voilà, à comprendre, à s'intéresser un petit peu à ce que l'entraîneur veut faire passer, voilà, à ce que son enfant fait déjà, si on se comprend un peu. Et je pense que c'est très important de le faire. Donc, Romaric, pourquoi pas essayer? Je pense que ça vaut le coup d'essayer, de voir un peu que, voilà, si les parents peuvent jouer le jeu et s'intéresser un peu à ce que les enfants font, quoi. Et puis, le numérique, on parlait tout à l'heure de l'utilisation de la capture d'écran, d'une photo, d'une petite vidéo, ça peut le faire. Déjà, à ton niveau, c'est déjà bien ce que tu fais. Moi, je pense que c'est encourageant. Et voilà, essayer un peu de passer par les parents via WhatsApp pour communiquer avec les enfants, c'est aussi un plus, je pense. Okay. Donc, par rapport à ce que Benin Rose a dit concernant la culture, il est important de prendre ça en compte. On l'a tous souligné chacun. Je pense que la culture aussi est importante. Il ne faut pas qu'on pense que la même façon dont on forme le jeune en France, c'est la même façon dont on va former le jeune au Cameroun. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut tenir en compte les réalités sur le terrain. Les réalités sont claires. Rose a dit, nos jeunes sont à l'écoute et ils exécutent rapidement par rapport à ceux qu'on voit de ce côté. Je fais partie de la dernière génération des joueurs derrière Briand, derrière la patte et tout. Donc, on a vécu un peu avec les jeunes qu'on voit aujourd'hui à la tête de certaines équipes, quoi. C'est-à-dire qu'on les a vus évoluer au fur et à mesure. Et quand je compare avec ce qu'on a de l'autre côté, c'est complètement différent. Je pense que de l'autre côté, on a besoin d'écouter le joueur. Peu importe son âge, il a besoin d'être écouté. Et je pense qu'on devrait aussi faire attention à ce qu'on dit aux jeunes, surtout quand on veut le comparer ou lui dire. Par exemple, là, Fossi a dit, à l'époque, on lui disait de copier, de faire comme Briand le fait. C'est une bonne chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention. On n'est plus à la même époque. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils ont la réponse facile. Hein. Ils ont la réponse facile par rapport à il y a quelques années. Donc, à dire fais comme Briand ou fais comme Fossi aujourd'hui, il faudrait faire attention à la manière dont on le dit pour ne pas dénigrer le joueur qu'on a envie de former. Parce que si à un seul moment, il se sent rabaissé à l'instant où on lui dit fais comme Fossi, fais comme David ou Nathan ou un X ou Y, je pense qu'il faut faire attention et lui montrer quand même qu'il a aussi des côtés positifs. Et voilà, il a quelque chose de bon. Il a du positif et qu'avec ça, on peut s'appuyer dessus pour le faire avancer le plus rapidement possible avec l'aide des outils numériques qu'on essaie de mettre en place pour aider les formateurs. Donc, merci
Merci, David. Je vais conclure. Et pour ceux qui sont intéressés, je laisserai la séance ouverte pour continuer. Déjà, je voudrais vous remercier tous. Vous savez, la connaissance n'est pas individuelle. Je pense que c'est quelque chose de collectif. Et dans notre tradition africaine, on se retrouvait autour d'un arbre et puis on palabrait, on échangeait, on s'écoutait, on se donnait des perspectives. Parce que la pluie qui tombe qui tombe à un versant du mont Cameroun a un différent impact dans l'autre versant. Souvent, il pleuvait à Messa, mais il ne pleuvait pas à Madagascar, mais il était 14. Donc, c'était la même chose, le même temps, mais on expérimentait ce même temps différent. Donc, se retrouver comme ça et échanger, ce n'est pas juste de l'échange qu'on fait, mais c'est de la construction. On se construit, on prend des choses dans l'édifice de tout un chacun. C'est un menuisier qui vient faire son travail et le maçon voit et l'électricien voit et puis on bâtit cette maison. Et c'est dans cet esprit-là que je voudrais vraiment vous remercier d'avoir amené votre pierre à l'édifice. On a parlé depuis 1h24 maintenant et je pense qu'il y a un adage qui dit « Faut pas parler trop, sinon on ne dira rien ». So, merci à tous et ceci s'achève l'intervention officielle.